À ce stade, vous êtes bien persuadé qu'il va falloir trouver les champs électriques ou les potentiels de distribution qui sont linéaires, surfaciques, volumiques et qui peuvent avoir des géométries compliquées. La seule chose, c'est qu'en réalité, quand la géométrie est vraiment compliquée, on ne sait juste pas le faire. Il faudra un ordinateur pour y arriver et on ne peut pas le faire à la main. Simplement, il y a pas mal de cas où les distributions possèdent certaines invariances, ce qu'on appelle des symétries. Ça peut être des invariances par rotation, translation ou réflexion par rapport à un plan. Et ça simplifie énormément les choses parce que ça oblige le champ E à présenter les mêmes propriétés de symétrie. Et donc ça donne des grosses contraintes, ça simplifie beaucoup les choses. Pour résumer, les symétries qu'on trouve dans la distribution vont se retrouver dans le champ. Ça, c'est un principe général et on va voir tout de suite quelques cas simples. On va commencer par l'invariance par translation. Ça veut dire qu'on va imaginer une distribution de charge qui est invariante quand on la déplace dans une certaine direction. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent avoir cette propriété-là. On va prendre la plus simple, on va prendre un fil. C'est un fil qui est infini. Et ce qu'on va faire, nous, dans notre cas, on va imaginer qu'on a un repère et qu'on va le faire coïncider avec l'axe OZ. On va voir que ça simplifie énormément les choses. Donc, X, Y et l'axe Z. Cette distribution est bien invariante par translation le long de l'axe Z. Alors maintenant, le raisonnement qu'on va faire, il est plutôt simple. On va prendre un champ électrique E, ici. Admettons qu'au point M, on sait que le champ électrique E est comme ça. Le raisonnement qu'on va faire, il est tout simple. Si jamais j'avance toute ma distribution, que je la soumets à une translation de vecteur vert, là, eh bien forcément, je vais avec elle déplacer le champ électrique. La seule chose, c'est que le champ électrique, comme la distribution elle-même, elle n'a pas changé quand je l'ai avancée, ça veut dire que le champ électrique en cet endroit-là, au point M', eh bien, il n'a pas changé non plus. Et donc, il avait déjà cette valeur-là. Avant même qu'on fasse le raisonnement, autrement dit, au point M et au point M', on doit trouver le même champ nécessairement. Et on peut faire ça, ce raisonnement-là, pour tous les vecteurs qui sont parallèles, en fait, à l'axe OZ. Et ça veut dire que sur toute droite, là, qui est parallèle à OZ, eh bien le champ, ça doit être le même. Il ne peut pas avoir changé. Parce que justement, toute translation doit laisser la distribution invariante, donc toute translation laisse le champ invariant. Et ça, on va le traduire de la façon suivante, finalement. Quand on a une invariance de la distribution, en fait, par translation, alors parallèle à l'axe Z, où on dit suivant Z, dans ce cas-là, le champ E ne dépend pas de Z. On peut l'écrire aussi comme ça, en disant que la dérivée partielle de E par rapport à Z, elle est forcément nulle. Ou autrement dit que E, c'est en fait juste une fonction de X et Y, mais pas de Z. Voilà pour cette première invariance. Et c'est comme ça qu'il faut le rédiger aussi. Invariance par translation suivant Z, E ne dépend pas de Z. Un deuxième cas un petit peu plus compliqué maintenant, c'est le cas de l'invariance par rotation. Alors, il faut se mettre dans le bon repère là aussi pour pouvoir faire les choses proprement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce repère-là. Alors cette fois-ci, on va avoir X et Y qui sont comme ça. Et on va reprendre le fil de notre exposé, enfin le fil du slide précédent. Et on va le mettre là, je le dessine en rouge. Il est comme ça ici. Il est infini toujours. Et il est perpendiculaire au plan OXY. Maintenant, évidemment, on va faire un peu le même type de raisonnement que ce qu'on avait fait avec la translation, mais ce coup-ci par rotation, parce que la distribution de charge qu'on considère ici, le fil, est effectivement invariante par rotation
d'angle θ si on utilise θ, c'est les coordonnées polaires, pour repérer donc la position d'un point M dans l'espace. Supposons qu'en ce point M, le champ il soit comme ça. Là aussi, c'est faux, mais c'est pas grave. Bien. On va faire le même raisonnement que précédemment. C'est juste que si on tourne la distribution, elle est invariante. Donc, le champ doit avoir la même propriété. Pourquoi ça? Ben, évidemment, si vous tournez la distribution d'un angle θ, allez, mettons, on va tourner de cet angle-là, là. Alors, forcément, le champ E va tourner avec la distribution. Donc, ça ne veut pas dire qu'il est invariant, mais il a tourné avec la distribution. Donc, au point M', on a un E de M' qui est en fait la version tournée du champ E. Et ce qu'on sait, c'est que la distribution n'a pas changé. Donc, ça veut dire que le champ E, il n'a pas changé. Donc, le champ E au point M', il était déjà comme ça avant qu'on tourne la distribution. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que si on considère un cercle ici, le champ E, on peut le connaître juste en disant qu'on le fait tourner par rapport au champ qui était au point M. Alors, ça, c'est pas mathématiquement, donc ça c'est vrai, et ça veut dire que du coup, quand on a une invariance par rotation de la distribution, alors il y a une invariance du champ par rotation aussi, par rotation d'angle θ. Alors, quand on dit invariance du champ par rotation, c'est pas que E ne change pas, mais c'est qu'en fait, il tourne avec θ. Et alors, ça serait difficile à exprimer mathématiquement dans une base cartésienne. Par contre, ça va devenir tout à fait faisable si, au lieu d'utiliser la base cartésienne, on utilise la base polaire, ou cylindrique, ou sphérique, si jamais on est dans le cas sphérique. Parce que dans ce cas-là, E s'écrit ER, UR. Là, on est dans la base polaire, hein. Eθ, Uθ. Et ce qu'on va pouvoir écrire, c'est pas que le champ ne dépend pas de θ, ou voilà, ne dépend pas de θ, mais c'est que ces composantes projetées dans la base polaire ne dépendent pas de θ. Effectivement, c'est bien ce qui se passe. Je vais dessiner les vecteurs de base ici. Comme les vecteurs de base tournent, eux aussi avec θ et donc avec le champ, la décomposition du champ E ne dépend pas de l'angle, la décomposition du champ E dans cette base, parce que cette base tourne avec E. Donc ce qu'on dira, c'est que l'invariance par rotation d'angle θ ça entraîne non pas que le champ ne dépend pas de θ, mais que ses composantes dans la base polaire ne dépendent pas de θ. Autrement dit, E, qui a priori dépend bien de R et θ, hein, mais il s'écrit comme ER de R, UR, plus Eθ de R seulement, Uθ. Attention, ça ne veut pas dire que E ne dépend pas de θ. On va maintenant regarder ce qui se passe quand la distribution qu'on considère est invariante par réflexion par rapport à un plan. Pour comprendre ce qui se passe, on va commencer par une distribution qui n'est pas invariante par réflexion, juste histoire de dire. Voici ma distribution. Au point M, ici, elle crée un champ E. Et je vais me demander ce qui se passe quand je fais une réflexion par rapport à un plan. Mettons un plan qui passe à peu près au milieu de ma distribution. Hop. Donc si je fais subir à ma distribution cette transformation géométrique, alors qu'est-ce que je peux en déduire sur le champ E? Eh bien, je peux en déduire que au point M', qui est en fait l'image par réflexion par rapport au plan du point M, le champ E, il est en réalité l'image du vecteur E, donc le champ E', c'est l'image du vecteur E par réflexion aussi. En gros, dans l'idée, vous pourriez considérer, si la distribution était à deux dimensions, qu'au lieu de la regarder par un côté, vous la regardez par de l'autre côté du tableau. Et dans ce cas-là, c'est ça que vous verriez. Donc c'est logique qu'il y ait cette transformation du champ E par réflexion, que le champ E subisse aussi
la réflexion par rapport au plan. Maintenant, si on considère une distribution qui est invariante par réflexion par rapport au plan qui est situé ici. Alors, quand il y a invariance par réflexion par rapport à un plan pour une distribution, on dit que c'est un plan pi. On aurait pu choisir des tas de lettres, je ne sais pas moi, M, N, O, P, Q, mauvaise idée, mais on a choisi pi. Et donc, maintenant, on va prendre, pour faire notre raisonnement, un point M un peu particulier en ce qu'il appartient au plan de symétrie, au plan pi. Et on va faire un raisonnement par l'absurde. Imaginons que le champ E soit comme ça. Si on a ça, alors on peut appliquer la réflexion à la fois à la distribution et au champ. Donc si on applique la réflexion à la distribution, ça veut dire que le champ E va se transformer, et voici notre E'. Mais la distribution n'ayant pas changé, le champ au point, enfin l'image du point M, c'est lui-même, puisqu'il appartient déjà au plan. Donc normalement, le champ E ne devrait pas avoir changé. Or, là, manifestement, comme il a subi la réflexion, il est différent dans un cas et dans l'autre. Donc ça, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut, du coup, comment est-ce qu'on est sûr que le champ doit être pour qu'il puisse respecter cette invariance par réflexion? Eh bien, il faut absolument que le champ E soit en fait contenu dans le plan pi. Et on va le dire comme ça. Si une distribution est invariante par réflexion par rapport à un plan, alors, pour tout point M qui appartient au plan pi, le champ E au point M est contenu dans le plan pi. Par rapport à un plan pi. Et ça, c'est très puissant, donc ça contraint énormément la direction du point M. Ce qu'on fera en général, c'est qu'on prendra une distribution, puis on considérera un point donné, et on cherchera les plans de symétrie, les plans pi qui passent par ce point. Et du coup, ça nous donnera une grosse contrainte sur le champ en ce point. On va maintenant considérer le cas d'une antisymétrie. Alors, qu'est-ce qu'une antisymétrie? Pour se représenter les choses, on va prendre le cas le plus simple. On va choisir deux charges, une charge plus, une charge moins. Quand on fait la réflexion par rapport au plan central, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on échange les deux charges et du coup, on change leur signe. Si jamais une distribution, c'est pas qu'elle est invariante par réflexion, mais si la réflexion fait qu'on prend les charges opposées, on met un signe moins à toutes les charges, alors ce plan est appelé un plan d'antisymétrie, qu'on notera un plan pi étoile. Donc, réflexion par rapport à un plan pi étoile, ça veut dire changement de signe de toutes les charges. Maintenant, qu'est-ce que ça va imposer comme contrainte au champ électrique? Prenons un point M. Pour bien le comprendre, on va regarder, donc on va prendre une distribution cette distribution-là, qui est antisymétrique, et on va regarder ce qui se passe pour un point qui est situé, on va le dessiner là, un point M qui est situé dans le plan d'antisymétrie. Le raisonnement qu'on va faire est le suivant. Si jamais je fais une réflexion par rapport à ce plan, puis que je change le signe des charges, normalement, je dois être revenu à mon point de départ. C'est-à-dire que j'ai la même distribution. C'est ça un plan d'antisymétrie finalement. Donc, admettons que mon champ E, on va aussi procéder par l'absurde, il soit comme ça. Je commence par faire une réflexion. Ça, c'est mon champ E'. Pardon. Si je fais une réflexion par rapport au plan, mon champ E', il est comme ça. Et ensuite,
pour revenir à ma situation de départ, parce que si j'ai fait que la réflexion, la charge plus est au niveau de la charge moins, et la charge moins au niveau de la charge plus. Donc si maintenant j'échange les charges, ce coup-ci, je change le signe de toutes les charges, alors le champ E change aussi, enfin il prend aussi un signe moins. Et maintenant ça devient ça, je vais l'appeler E seconde. Donc là j'ai fait deux transformations géométriques qui doivent théoriquement me ramener à mon point de départ. Or vous voyez que si on a pris un champ E tel qu'il était dessiné, ce n'est pas le cas. Je suis censé être revenu à mon point de départ, sauf qu'en fait, là, mon raisonnement me dit que E seconde, ça ne doit pas être le même. La seule façon pour que le raisonnement fonctionne et qu'il laisse le champ invariant, c'est que le champ, initialement, il ait été perpendiculaire au plan. Comme ça, si j'applique en rouge la réflexion, ça fait ça, puis je lui mets un signe moins, hop, on est de retour sur le premier vecteur. Ce qu'on en déduit, c'est que quand il y a une invariance par réflexion, qu'il y a un plan d'antisymétrie, ce n'est pas vraiment une invariance, quand on a un plan pi étoile, alors pour tout point M qui appartient à ce plan, le champ E de M est perpendiculaire au plan pi étoile. Et ça, c'est une contrainte super forte, ça va être super pratique. On va maintenant considérer quelques cas hyper classiques, des cas sur lesquels il ne faudrait pas que vous hésitiez. C'est des cas qui ont beaucoup d'invariance, et qui dit beaucoup d'invariance dit beaucoup de contraintes qui pèsent sur le champ électrique. Et au final, ça simplifie énormément ce qu'on a à trouver, ce qui nous manque sur le champ électrique. Et donc, il faut savoir reconnaître ces situations pour vite faire toutes les symétries qui manquent. La première qu'on va regarder, c'est celle d'un plan infini uniformément chargé. Alors c'est difficile de dessiner un plan infini. Hop, ça c'est un plan infini. Hop. Je vais mettre un petit repère sympathique, hyper original, en X, Y et Z, l'axe perpendiculaire. Je place le centre de mon repère dans le plan chargé. Maintenant, ce que je vais regarder, c'est que les invariances, ça va nous permettre de voir que le champ n'est que suivant Z. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Il faut noter qu'il y a ici plusieurs types d'invariances. D'abord, si on prend le plus basique, c'est de voir qu'il y a invariance par translation. Donc, l'invariance par translation, c'est suivant toute translation en fait parallèle à l'axe OY, ou une translation suivant Y, on dit, même si ce n'est pas hyper exact, ou suivant donc une translation parallèle à l'axe OX, donc suivant X. Donc on se doute un petit peu que déjà le champ il a peu de chances de dépendre de X ou de Y. On peut le faire comme ça, dire tout de suite que donc ce qu'on sait, c'est que E, a priori, ça va s'écrire E de Z. Et a priori, il peut encore avoir n'importe quelle direction, pointer suivant X, Y, UZ, ça on ne sait pas. Mais a priori, E va dépendre que de Z, c'est une façon de l'écrire. Maintenant, il y a des invariances supplémentaires et qui sont des invariances par réflexion. Alors, comme d'habitude, comme ce qu'on fait tout le temps, on utilise un point M et on cherche les plans de réflexion, enfin les plans pi qui contiennent ce point M, parce que c'est dans ces cas-là qu'on peut dire quelque chose sur le champ au point M. Alors il se trouve que tous les plans qui sont perpendiculaires au plan des charges, qu'on va appeler P, c'est le plan P, sont des plans pi. Sachant ça, eh bien on peut prendre par exemple, alors ici je dessine l'axe OZ, donc tous les plans qui vont contenir l'axe OZ sont des plans pi. Or, on sait que le champ, comme le point M est contenu dans ce plan pi là par exemple, le champ
doit être contenu dans ce plan pi aussi, donc il n'a pas de composante suivant x. Mais si maintenant on considère ce plan-là, c'est aussi un plan pi, et lui, il contient aussi le point M, donc le champ au point M doit aussi être contenu dans ce plan-là, donc il ne doit pas avoir de composante suivant Y. Autrement dit, le champ E au point M, il ne doit pas avoir de composante ni suivant X ni suivant Y, il est forcément suivant Z, donc il s'écrit E de Z, UZ. Et voilà. Alors, il n'y a pas besoin de prendre deux plans perpendiculaires pour y arriver. N'importe quel plan, en fait, perpendiculaire au plan P, mais qui contienne le point M, est un plan pi. Donc forcément, le champ est porté par l'axe OZ. On va prendre un autre cas emblématique, c'est le cas de la symétrie cylindrique. Donc ça, c'est finalement aussi un ensemble d'invariances que peut présenter typiquement un cylindre ou, on va faire simple encore une fois, un fil infini. Mais ce serait la même chose si c'était un cylindre. Du coup, une bonne idée, c'est de prendre, évidemment, des coordonnées cylindriques pour traiter ce problème. Il y a plusieurs invariances dans ce cas-là. Il y a une invariance évidente, c'est invariance par translation. Alors, il y a translation suivant Z. Ensuite, vu notre système de coordonnées, il y a aussi une invariance par rotation suivant θ, par rotation d'angle θ. Et puis, il va y avoir des invariances par des plans, par réflexion par rapport à des plans. Et ça, c'est assez simple, c'est tous les plans. Alors, soit les plans qui sont perpendiculaires au fil, si on prend un plan perpendiculaire comme le plan X ou Y, hein, c'est effectivement un plan de symétrie, un plan d'invariance, puisque ça échange les deux morceaux du fil, mais en réalité, à la fin, la distribution elle est laissée invariante, sont des plans pi. Et tous les plans qui contiennent OZ sont aussi des plans pi. Ok, là je crois qu'on a à peu près tout. Alors, on va faire comme d'habitude. On va commencer par prendre, on regarde notre point M là, et on va essayer de trouver des plans qui contiennent M et qui sont des plans de symétrie, donc des plans pi. Alors le premier, il est assez évident, c'est un plan qui est comme ça, qui contient M, et qui est perpendiculaire à l'axe OZ. Et puis le deuxième plan qu'on va prendre, c'est un plan qui contient l'axe OZ et qui contient M. Voilà, je le dessine comme ça. Et finalement, l'intersection de ces deux plans, c'est la droite qui passe par M et qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par l'axe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc ça c'est le deuxième plan. Qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le champ au point M? Eh bien, il appartient forcément à ces deux plans, puisque M appartient à ces deux plans et que ce sont tous les deux des plans pi. Du coup, la seule solution, c'est que M soit dirigé, donc suivant, il soit radial et qu'il soit dirigé suivant ER. C'est-à-dire qu'il soit sur cette droite verte. Donc, les plans contenant M, il y a celui qui est perpendiculaire à OZ et il y a celui qui contient OZ. Tous les deux sont des plans pi. Et donc, on peut écrire que E au point M, c'est ER en fait, de a priori R, θ et phi, UR. Maintenant, on sait qu'il y a phi, Z, UR.
C'est le UR des coordonnées cylindriques. Maintenant, on sait qu'il y a invariance par translation. Par translation suivant OZ. Par translation. Et dans ce cas-là, on sait que du coup, le champ E ne doit pas dépendre de Z. Du coup, on peut dire que E au point M, c'est ER de Rθ, UR. Sauf que là, il y a invariance par rotation d'angle θ. Et ça fait que les composantes de E sur la base cylindrique ne doivent pas dépendre de θ. Et ici, ça tombe bien parce qu'on avait déjà écrit le champ en faisant apparaître sa composante dans la base cylindrique. Mais donc, on se retrouve juste avec cette forme-là pour le champ électrique. Donc, vous voyez que là aussi, cette symétrie cylindrique pose une contrainte très très forte sur le champ électrique. Le dernier cas qu'on va avoir est celui de la symétrie sphérique. Alors, qu'est-ce qui a une symétrie sphérique? Eh bien, par exemple, une charge ponctuelle ou éventuellement une charge sphérique, uniforme, homogène. Mais dans l'idée, quand vous allez faire une rotation par rapport à θ ou φ, vous n'allez pas changer la distribution. Donc ici, il y a invariance par rotation d'angle θ ou φ. Mais il y a plus que ça. Il faut aussi regarder quels sont les plans π. Alors les plans π, ici, c'est assez simple. C'est tous les plans qui contiennent l'origine. C'est tous des plans π. Donc, comme d'habitude, maintenant vous commencez à prendre le pli, j'imagine, peut-être. On regarde le point M et on cherche quels sont les plans de symétrie, donc les plans π qui contiennent ce point M. En l'occurrence, ceux qui sont intéressants sont tous les plans π sont ceux qui contiennent l'origine. Donc, on peut prendre comme premier plan un plan ici, hop là, c'est pas génial, que je vais dessiner comme ça. C'est un plan qui contient en fait O et M. Et puis, je vais prendre un deuxième plan et qui est à phi. En fait, ça, c'est un plan π. C'est un plan à phi égale constante. C'est l'ensemble des points qui sont dans ce... voilà, c'est le quart de cercle là que je dessine, il est intégralement contenu dans ce plan. Mais si, je l'ai vraiment bien dessiné. C'est un talent, je sais. Aussi, il y a un autre plan qui va nous intéresser, c'est celui qui, en réalité... Donc ce plan-là, à phi égale constante, c'était un plan qui contenait le vecteur Eθ. Mais on va prendre un plan qui maintenant contient le vecteur Eφ. Je le dessine comme ça. Et donc ce plan-là contient le point M et il contient le vecteur Eφ. Bien, l'intersection de ces deux plans, c'est en fait la droite OM. Ouais, je sais, on est en 3D, tout ça. Cette droite-là est contenue dans les deux plans π. Et ce que ça veut dire, c'est que le champ E au point M, théoriquement, on peut le décomposer sur ER, Eθ, Eφ, mais simplement, on sait qu'il y a un plan π qui contient Eθ et ER, et donc, il faut que, a priori, le champ se décompose que sur Eθ, ER. Et puis, il y a un autre plan π qui contient Eθ, Eφ et ER, et donc, il faut que le champ, il appartienne à ce plan, donc qu'il soit que suivant ER et Eφ. Ça peut paraître contradictoire, sauf si, en réalité, ce qu'on a, c'est qu'on a un champ ER qui dépend a priori de θ et de φ, mais si on a un champ qui n'a de composantes que suivant UR. Parce que UR est le seul à appartenir à cette droite et donc à appartenir aux deux plans. Et évidemment, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'en plus, on a invariance par rotation d'angle θ et d'angle φ. Donc, d rond ER sur d rond θ égale 0. Ça, c'est cette invariance-là. Et l'invariance
par rotation d'angle phi nous donne d rond ER sur d rond phi égale 0. Parce que c'est bien les composantes, c'est pas que le champ ne dépend pas de R ou de θ ou de phi, c'est que c'est sa décomposition sur la base sphérique à des composantes qui n'en dépendent pas. Voilà, donc au final, on peut écrire en réalité, comme dans le cas précédent, que la forme générale du champ, c'est E de R, UR. Et donc ça aussi, c'est tellement simple qu'il faut absolument très vite le reconnaître.